Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. C'est une chanson et le chanteur, il est avec nous. Il est, je peux dire aujourd'hui, il est moins connu comme chanteur que comme leader politique. Et j'ai le plaisir de recevoir, c'est pas la première fois, Ferhat Meheni, qui est président du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et du gouvernement kabyle en exil. Je rappelle qu'il a écrit La réflexion dans le feu de l'action, histoire de la renaissance du peuple kabyle chez Fauve Éditions en 2021. Et vous préparez... La France va-t-elle perdre effectivement l'Afrique, c'est ça? Excusez-moi, mais bonjour à tous d'abord. Merci de me recevoir dans votre émission. En fait, La France va-t-elle perdre l'Afrique est un livre que j'ai écrit et publié aux éditions Passy, ici en France, en 2013. En 2013. Je prépare la suite. Là, je prépare la suite pour donner de l'espoir à la France de trouver une nouvelle place en Afrique, mais avec d'autres réflexes, d'autres objectifs, d'autres méthodes que celle éculée qu'elle a utilisée jusqu'à présent. Mais alors justement, Ferhat Meheni, commençons par parler de ça. Mais vous avez commencé comme chanteur, c'est ça? Oui. C'était un hobby, c'était... Très jeune, j'ai embrassé la chanson parce que j'ai une âme qui vibre un peu à la poésie et à la mélodie. Et il y avait des modèles pour moi, comme un certain Cherif Khaddam et 4 autres chanteurs kabyles qui m'avaient inspiré. D'accord. Et voilà, je suis devenu un chanteur en même temps que j'étais étudiant à Sciences Politiques à Alger. Ouais. Et donc Alger, oui. Et donc le chanteur était fortifié par des études du jeune homme et l'homme politique se fortifie à travers la chanson également. Voilà. Mais ça me paraît de bons fortifiants, ça, de part et d'autre. Peut-être que la chanson restera plus, on se demande en général, c'est l'art, la politique, c'est beaucoup plus difficile, mais très intéressant aussi, l'art du relatif. Mais alors justement, je voudrais revenir à ce livre que vous aviez écrit il y a 10 ans et dont vous êtes en train d'écrire la suite. Mais est-ce que ce n'est pas, alors je vous pose la question tout de suite, est-ce que ce n'est pas trop tard? Parce que depuis quelques années, et vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina Faso, au Mali ou ailleurs, enfin on ne va pas détailler tout cela, il nous faudrait des heures, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, que face à la Chine, à la Russie, au Brésil et à d'autres pays, sans parler des États-Unis, on a l'impression que la France a perdu l'Afrique. Effectivement. C'était bien ma lecture des événements et des signes avant-coureurs qui étaient devant nous en 2013. Et j'avais également fait un autre livre qui revisitait un peu la colonisation, et celui-ci n'est que la suite, celui de La France va-t-elle perdre l'Afrique, n'est que la suite du siècle identitaire. Et je crois que nous en avons parlé, vous m'avez reçu chez vous. C'est le problème de la décolonisation a été mal fagoté. Personnellement, je suis quelqu'un qui voit la colonisation comme étant la base, la pierre angulaire de la mondialisation. Je ne me limite pas à ce que tout le monde exhibe en général, c'est-à-dire les atrocités, la soumission des peuples, la violence. J'essaie de lire le sens de l'histoire. Qu'est-ce que la colonisation? La colonisation a été impulsée par le développement de la machine à vapeur, de l'industrie du textile et autres, qui appelait l'extension des marchés, l'expansion des pays pour avoir des marchés, et on a la colonisation. Avec ses atrocités, et dans le monde entier, l'Espagne, le Portugal, etc., tout le monde. En fait, en colonisant, on mondialisait aussi bien le type
de vie commune. Aujourd'hui, le monde entier a le smartphone, a l'ordinateur, s'habille pratiquement presque tous de la même façon. On rêve de la même façon globalement. Donc c'était cela la mondialisation. Par contre, la décolonisation a été ratée. Les pays coloniaux, les métropoles coloniales, se s'étaient rendu compte qu'ils ne pouvaient pas gérer à partir de leur siège l'ensemble de ces espaces, de ces vastes espaces. Et donc, il fallait décoloniser. Malheureusement, la décolonisation a été faite de manière bâclée en fonction des intérêts de la courte vue du moment. Et c'est bien qu'on a fait des pays cocktail Molotov, si vous voulez. C'est-à-dire, vous voulez dire que les pays nouvellement indépendants arrivés à l'indépendance étaient comme autant de bombes à retardement. Autant de bombes à retardement en général. Il y en a qui peuvent encore échapper à cela, mais disons que le monde est mal fait, et vous voyez que depuis ce qu'on appelle les indépendances, l'ensemble des violences et des déstabilisations qu'il y a à travers le monde se passe dans ces pays-là. Et la lutte entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest à partir de Yalta se passait par pays interposés dans ces zones qu'on appelait à l'époque tiers-monde. Ce qu'on appelle la guerre par procuration. Voilà. Aujourd'hui, il y a des centaines de peuples qui sont prisonniers de carcans d'États, de frontières qui ne sont pas les leurs. Plusieurs peuples sont traversés par des frontières, alors que c'est le même peuple qui est divisé en 4, 5, 6 pays généralement. Et puis d'autres, comme la Kabylie par exemple, se retrouvent avec d'autres peuples et avec lesquels il est censé... frontières, mais enfin... voilà, nous sommes dans un pays concentrationnel de peuples. Voilà. Et où chacun cherche à dominer les autres. C'est-à-dire que le pouvoir, la démocratie, est anéantie dans ces pays-là dès lors que les élections ne se passent pas sur la base du programme politique, mais sur la base d'appartenance ethnique en général. Tribale, ethnique et autres. Voilà. Et ces pays-là, justement, parce qu'ils ne peuvent pas trouver de consensus, ne peuvent vivre que sous domination militaire ou policière, c'est-à-dire en tant que dictature. Du coup, on a anéanti la démocratie dans ces pays nouvellement décolonisés depuis les années 60, quoi. Alors justement, bon, vous parlez effectivement là-dessus, par exemple, de l'Algérie, mais il y a beaucoup d'autres pays qui ont connu ce sort. Mais qu'est-ce que vous dites aux gens, par exemple, quand j'ai dit à certaines personnes que je vous recevais et qui vous aiment bien, il y a oui, Ferhat Mehini, très bien, le mouvement kabyle. Mais est-ce que ce n'est pas une cause perdue? Est-ce que c'est encore possible? Parce qu'aujourd'hui, étant donné la situation du monde, où effectivement on retrouve ce que vous avez dit, c'est-à-dire que on voit très bien les grandes puissances qui se font la guerre par Syrie, sur le dos de la Syrie, ou du Liban, ou de ceci, ou de cela. On voit très bien ce qui se passe actuellement en Syrie, par exemple, prendre l'exemple. Est-ce que au fond, c'est encore jouable de retrouver des identités? On peut vraiment se poser la question. Je voudrais avoir votre avis. Le monde n'aura d'avenir de paix et de stabilité que le jour où tous les peuples auront leur État et leur foyer national. Tant qu'il y a des peuples brimés, opprimés, réprimés, il y aura de la résistance, il y aura de la déstabilisation, de l'instabilité dans ces pays-là. Je plaide pour que on évolue de manière sans violence vers des systèmes qui puissent permettre à chaque peuple de se sentir chez lui et de s'occuper de son développement. Et tant que les peuples n'ont pas leur foyer national, ils sont happés par des idéologies comme l'extrémisme religieux, comme des violences qui sont condamnables par ailleurs. Alors justement, on va parler de cela après une petite pause, parce que ce qui est très important, vous posez le problème des identités, évidemment. Il y a le monde global, ce qu'on appelle le village global, et il y a les identités. Et c'est deux concepts qui s'opposent alors qu'ils devraient effectivement
vivre en synergie. Sinon, ça ne marchera jamais. On se retrouve juste, Ferhat Mehni, après une petite pause, et nous allons parler de cas concrets, justement, comme votre pays, comme la Kabylie. André Berkoff aujourd'hui reçoit Ferhat Mehni pour parler de l'identité kabyle. Si vous avez une question ou si vous voulez réagir, n'hésitez pas à appeler au 0826 300 300. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Et nous sommes toujours avec Ferhat Mehni, président du mouvement pour l'autonomisation de la Kabylie et auteur de nombreux livres dont justement on parlait. Il fait le suivant, La France va-t-elle perdre l'Afrique, écrit en 2013, donc il y a plus de 10 ans. Effectivement, on peut se poser la question, mais Ferhat Mehni, on vient de parler avant la pause justement de cette nécessité. Vous dites que chaque peuple, selon sa civilisation, selon sa culture, selon ses origines, son ethnie, etc., doit vivre sur sa terre. Ça ne veut pas dire en conflit avec les autres, mais sur sa terre. Or, il y a aujourd'hui deux peuples qui, ça fait, en tout cas longtemps. Les Kurdes, par exemple, on ne parlait que des Kurdes. Ils sont divisés en 4 à 5 pays. Ça fait des années que certains réclament leur indépendance. Et malheureusement, en tout cas, malheureusement pour eux, et pour certains, ce n'est pas pour demain. Et les Kabyles, justement, parlons-en de l'Algérie, de la Kabylie. Est-ce qu'il aurait pu avoir une autre, et en tout cas, est-ce qu'il peut avoir une autre alternative? On a parlé aussi des Touaregs, vous en parlerez. Je veux dire, comment faire? Est-ce que ça dépend de l'ordre du monde ou du désordre du monde? Comment on peut faire que ces peuples accèdent en tout cas à ce qu'ils veulent, leur identité? Il y a chez les décideurs des grandes puissances une vision qui fige le monde pour sa stabilité. Or, le monde est toujours en mouvement et le regard de l'Occident est en porte-à-faux par rapport à la marche de l'histoire. Il n'y a de nations à construire, de grands ensembles à construire que sur la base du respect de chaque nation. Un peuple rasséréné, un peuple qui n'a plus de menace sur son identité, son existence, va généreusement s'associer avec d'autres. Mais tant qu'il est contraint de subir la domination de qui que ce soit, il s'arc-boutera sur son identité et restera dans la résistance et ce qu'on appelle la résilience également. Donc pour dénouer un peu ce monde plein de tensions, il est nécessaire que les peuples retrouvent chacun des peuples du monde retrouve un foyer pour lui-même et avant d'aller se fédérer avec d'autres notamment pour construire des ensembles viables. Alors Ferhat Mehni, que répondez-vous à ceux qui disent oui très bien, on parlait par exemple de l'Algérie et de la Kabylie. Vous dites oui, les gens m'ont dit ça, il y a dit voilà, on respecte beaucoup Ferhat Mehni, on l'aime bien en tant qu'être humain, en tant que ce qu'ils disent, mais il dit mais la Kabylie, m'a-t-on dit encore une fois, fait partie de l'Algérie, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que vous diriez, vous Français, si les Bretons ou les Corses ou les Alsaciens veulent reprendre leur indépendance et disent attendez, nous avons une culture, nous avons une civilisation, nous avons une culture, pourquoi on resterait avec la France? Comparaison n'est pas raison. Le fait d'assimiler les Kabyles aux Bretons, aux Corses ou aux Alsaciens me paraît réducteur. D'abord, en termes de nombre, les Kabyles font quand même le quart de l'ensemble de l'Algérie. En population, vous voulez dire? En termes de population. Deuxièmement, la Kabylie était un État indépendant, alors que l'Algérie n'existait pas. Donc, revenir... Oui, la Kabylie existait. Non, mais il faut le dire parce que ça, personne, ou presque personne ne le sait. Vous dites que c'était un État indépendant, la Kabylie. La Kabylie est attestée en tant qu'État, en tant que structure sociopolitique organisée depuis
le témoignage d'Amien Marcelin, qui est un historien romain au IIIe siècle. D'accord, avec carrément. Donc depuis 2 millénaires, la Kabylie était déjà constituée en tant que nation. Et d'ailleurs, la France, quand elle a conquis tous les territoires qu'elle allait appeler à partir de 1839 l'Algérie, la Kabylie n'en faisait pas partie. Il y avait coexistence entre l'Algérie et la Kabylie. C'est MacMahon qui, pour sa promotion, avait convaincu Napoléon III d'annexer la Kabylie, alors que l'esprit le plus brillant de l'Assemblée nationale française de l'époque, Alexis de Tocqueville, militait pour l'indépendance de la Kabylie à l'époque. Donc, et depuis, de toute façon, quand la France a annexé la Kabylie, c'était pour le malheur de sa colonisation. Parce que, à partir du moment où la Kabylie était annexée, elle a toujours œuvré à décoloniser. Et c'est grâce à la Kabylie qu'il y a eu la guerre d'Algérie et qu'il y a eu décolonisation. Pour le malheur des Kabyles eux-mêmes et de la Kabylie. Autant l'annexion de la Kabylie a fait le malheur de la colonisation française, autant la guerre d'Algérie a fait le malheur des Kabyles, puisqu'ils sont partis, ils voulaient sortir d'un colonialisme français, ils sont tombés dans un colonialisme militaire algérien. Mais oui, c'est ça, vous dites que les Kabyles étaient à l'avant-garde de la lutte contre la colonisation française. Je pense que si la Kabylie n'avait pas été annexée, il n'y aurait jamais eu de guerre d'Algérie, ni de décolonisation de l'Algérie. Écoutez, c'est intéressant ce que vous dites. En tout cas, vous apportez effectivement cette analyse. Mais alors aujourd'hui, bon, ça s'y est passé, l'histoire s'est passée. Aujourd'hui, nous sommes en train de réinventer le mouvement de libération nationale. Celui qu'on a connu à travers le monde dans les années 40, 50, 60, oui, a été un mouvement violent. Nous avons pris nos précautions et notre décision d'être pacifique. C'est-à-dire d'en référer au droit international, au droit des peuples à l'autodétermination et au système, au régime démocratique, à la promotion des valeurs de démocratie et de liberté, de respect des droits de l'homme. Voilà sur quoi nous nous basons pour avancer. Et dans tous les cas, la Kabylie a tout fait pour être algérienne. Après l'indépendance, même si, dès l'indépendance, il avait pris des armes. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché après 60 ans? Le non-respect de la Kabylie en tant que nation, en tant que peuple. C'est le manque de respect des droits de la Kabylie, du peuple kabyle, qui a fait que les Kabyles se sont toujours révoltés. Et il n'y aura jamais de stabilité en Algérie tant que les Kabyles ne seront pas indépendants. Donc nous essayons de faire entendre raison à tout le monde, de leur faire prendre conscience qu'il est dans l'intérêt de l'Algérie, des Algériens en général, des peuples d'Algérie, que la Kabylie devienne indépendante, qui par ailleurs, va impulser une nouvelle dynamique pour la liberté et les droits de l'homme en leur faveur. Mais alors, Ferhat Mehni, je dirais pas que c'est un vœu pieux, c'est bien, mais vous savez très bien et mieux que moi que l'histoire se fait malheureusement, à coup de rapport de force, et que c'est les rapports de force et d'intérêt qui jouent. Est-ce que vous croyez que justement vous parlez de la voie pacifique? Alors je sais qu'il y a eu Gandhi, et je sais qu'il y a eu l'URSS qui s'est effondré sans un coup de fusil. Mais aujourd'hui, avec les BRICS, avec tout le bouleversement du monde, vous croyez que ça peut se faire sans, hélas, affrontement et quelquefois affrontement violent? Il y a des nécessités que l'histoire impose, des règles que les conditions historiques imposent pour l'accession d'un peuple à son indépendance. Oui. Nous essayons de réunir le maximum qui plaide et qui assure et qui garantisse un accès sans violence. Bien sûr, nous n'avons pas des gentlemen en face de nous. Ce sont des militaires qui
qui ne comprennent que le rapport de force. Vous savez, depuis 2021, l'Algérie a décrété que le Hamas et le Hezbollah au Moyen-Orient sont des mouvements de résistance, tandis que le MAC, qui n'a jamais commis d'acte terroriste, est une organisation terroriste. Et pour cela, ils ont mis tous les moyens pour que nous devenions terroristes. Ils ont brûlé la Kabylie, ils ont essayé de provoquer, il y a 13 000 Kabyles qui ont été arrêtés depuis 3 ans, juste pour que nous prenions les armes. Ils croyaient réussir avec les Kabyles ce qu'ils avaient déjà essayé avec les islamistes en 1992-93. On les provoque, qu'ils prennent des armes et ils deviennent des terroristes. Ils sont faciles à chasser par la suite. Non, nous avons mis en échec cette stratégie. Et nous sommes cette année, au mois de juin, au mois d'avril dernier, nous avons proclamé la renaissance de l'État kabyle devant les Nations Unies. Et nous nous apprêtons cette année à proclamer notre indépendance de manière unilatérale si l'Algérie ne daignait pas entendre nos appels. Vous comptez faire ça dans un délai rapproché ? Enfin, en tout cas, cette proclamation... Je pense que cela se fera dans le premier semestre de l'année 2025. D'accord. Et vous irez aux Nations Unies pour le proclamer. Tout dépendra du lieu que nous choisirons pour le moment, mais la proclamation se fera. Et à partir du moment où la proclamation sera faite, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, nous réclamons le droit à l'autodétermination. Mais une fois que la proclamation d'indépendance est faite, ce droit est derrière nous. Sera derrière nous. Donc, il n'y aura plus revendication de droit à l'autodétermination. Nous nous conduirons comme si nous étions indépendants. Écoutez, vaste programme, en tout cas, on vous suivra là-dessus. On va se retrouver juste après une petite pause. Si vous êtes intéressés, appelez-nous 0826 300 300 pour parler de ce problème de l'identité peuple, notamment des Kabyles, de l'Algérie, de ce qui se passe. Et on va parler effectivement notamment de ce qui se passe en Algérie avec l'arrestation de Boualem Sansal, de l'écrivain de Boualem Sansal, et des poursuites contre un autre écrivain, Kamel Daoud. Et puis beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Mais c'est au milieu de ce que nous vivons dans l'ouest du monde. Comment concilier effectivement une certaine mondialisation avec une identité certaine, avec des identités certaines qui ne soient pas meurtrières mais qui soient ouvertes. C'est la grande question de ce 21e siècle. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Kalos présente Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Ferhat Mehini, nous parlons de l'Algérie, de la Kabylie, de l'identité évidemment et des bouleversements du monde auxquels nous assistons et notamment avant-hier à Notre-Dame, il y avait un grand conclave géopolitique mondial. Il y avait évidemment la résurrection de la cathédrale, mais il y avait autre chose aussi, on en a parlé. Mais je voudrais savoir aujourd'hui, quel est votre sentiment quand on voit qu'un écrivain comme Boualem Sansal est retenu maintenant depuis plus de 2 semaines dans une prison près d'Alger. On n'a pas de nouvelles. On sait qu'il est vivant, bien sûr, et en principe en bonne santé. Que son avocat a été empêché, en tout cas, d'aller en Algérie pour le moment. Qu'il y aura, je crois, d'ici demain ou après-demain, une audience au tribunal. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça indique, à votre avis ? L'Algérie est un système qui ressemble à celui de George Orwell et qui a pastiché ou qui a prolongé, notamment, Boualem Sansal à travers l'un de ses derniers livres. 2084, voilà. L'Algérie est une dictature qui voudrait
rabaisser les citoyens, les empêcher de réfléchir et en faire des bêtes de somme, globalement. Boualem Sansal est un esprit brillant, un homme d'une grande culture qui passe son temps à réfléchir de la manière la plus généreuse pour une évolution du monde qui soit heureuse. Il alerte les décideurs, les pays, les grands de ce monde sur les errements de la pensée quand elle mène vers l'absolutisme. Il est peut-être victime également de la géopolitique française. Dès lors que la France a cessé de jouer à l'équilibre entre le Maroc et l'Algérie, notamment dans l'affaire de la marocanité du Sahara, et que Boualem Sansal ait pu se prononcer en faveur d'une reconfiguration des frontières héritées de la colonisation qui fasse justice, notamment, à ceux qui ont été spoliés, notamment les Marocains, de leur territoire, que cela leur revienne. Il n'est pas interdit d'avoir une opinion, mais cette opinion est juste un prétexte sur la base duquel l'Algérie a décidé de sanctionner, non pas Boualem Sansal, mais de sanctionner la France. Et je pense que c'est une querelle franco-algérienne dont Boualem Sansal est la victime, en l'occurrence. Boualem Sansal paye pour la France. Et je pense que c'est une sorte d'affront que l'Algérie a fait à la France en emprisonnant Boualem Sansal, alors qu'il est primé, il est auréolé, il est honoré un peu dans tous les salons, dans tous les cercles de réflexion. Boualem Sansal est aussi un ami des Kabyles. Et ceci paraît aussi impardonnable. Dans Haraga, il avait dit ceci, il avait fait dire à un de ses personnages: toi, le Kabyle qui est sur la barque en train de partir pour l'Europe, tu crois que tu vas revenir un jour en Kabylie? Il a dit bien sûr, le jour où la Kabylie sera indépendante et qu'elle dispose de la bombe atomique pour assurer sa sécurité. Voilà, c'est des prises de position pareilles qui font que Boualem Sansal a toujours été du côté kabyle. Et il pensait que, il pense toujours que la Kabylie est une chance pour l'Afrique du Nord en général et pour l'Algérie ensuite, parce que c'est un modèle de démocratie, de liberté, de respect des droits de l'homme et d'un dynamisme économique particulier. Voilà. Donc, et effectivement, alors actuellement, oui. je continue. Actuellement, elle est dans la même prison que tous les prisonniers politiques kabyles. Il y a dans la prison où il est actuellement, près d'Alger, oui, à Konéa, il y a plus de 150 prisonniers politiques kabyles qui sont avec lui. Donc, il va faire un nouveau livre sur les Kabyles. Ils vont fraterniser. J'espère que l'Algérie, suite à l'effondrement du système syrien, qu'ils prennent conscience de l'impasse dans laquelle l'Algérie est, et que ce pouvoir qui la dirige en vienne à libérer tous les prisonniers politiques, à rétablir les libertés fondamentales et démocratiques et entame des négociations pour une gouvernance globalement démocratique et que la Kabylie puisse négocier son statut, son droit à l'autodétermination dans de bonnes conditions. C'est la seule issue qu'il y a si vraiment les militaires ne veulent pas des lendemains qui soient néfastes, qui déchantent pour eux surtout. Mais Ferhat Meini, vous comparez quand même, paraît difficile de comparer le régime syrien de Assad avec le régime algérien. L'Algérie, en tout cas, tout se passe comme l'Algérie, est quand même nettement plus solide que le régime syrien. Nullement. Vous pensez pas? Nullement. Non. Le régime de Syrie était aussi solide, voire plus solide que le régime algérien. C'est le fait qu'il y a une coalition
qu'il ait eu une coalition internationale contre lui qui l'avait fragilisé. Et il est probable que tous ceux qui avaient fait à un moment donné le front de fermeté contre Israël et contre le monde occidental à l'époque, il y avait Kadhafi, il y avait Saddam Hussein, il y avait le Yémen, il y avait la Syrie et l'Algérie. Bon, il ne reste que l'Algérie aujourd'hui. Donc, et l'Algérie constitue une terrible menace sur aussi bien la France que l'Europe, que toute l'Afrique qu'elle veut régenter. L'Algérie, les militaires algériens estiment que ils sont une puissance moyenne qui peut régenter pas seulement l'Afrique du Nord, mais l'ensemble de l'Afrique. Et c'est l'Algérie qui a aussi bien manœuvré pour déstabiliser Areva, la France dans le Sahel en général, avec la création d'AQMI et les enlèvements. Al-Qaïda au Maghreb islamique. Exactement. Et c'est l'Algérie qui a fait introduire, qui a autorisé le survol de son espace aérien pour les Wagner, pour s'installer au Sahel. Donc l'Algérie actuellement est le plus grand pays d'Afrique en termes de surface. Et je pense que la menace qu'il constitue pour le monde, pour la sécurité et la stabilité du monde, est immense. Et que dans ce cas-là, seule l'émergence d'une Kabylie indépendante pourrait rétablir des équilibres et faire en sorte que des valeurs de paix et de liberté puissent s'instaurer convenablement. Est-ce que ce qu'on a appelé, pour rester sur l'Algérie, la décennie noire, c'est les années 90 avec le Front islamique du salut, avec les massacres qu'il y a eu pendant presque 10 ans, etc. Est-ce que ça a laissé, et même vis-à-vis de la Kabylie, etc., est-ce que ça a laissé une trace indélébile? Est-ce que c'est encore présent, en tout cas dans les consciences? Écoutez, la guerre, soi-disant menée pendant plus de 10 ans, ce qu'on appelle la décennie noire, a plutôt tué des Kabyles. En tous les cas, tous les intellectuels, 80% des intellectuels assassinés au nom du terrorisme à l'époque sont des Kabyles. Et à travers tout le pays, on assassinait, mais on enterrait surtout en Kabylie. Donc c'est une décennie. Mais ce n'était pas qu'une guerre contre les Kabyles. Voilà. Et je peux ajouter aussi le fait que durant les premières années de terrorisme, il y avait des annonces dans la presse algérienne. Échange villa 10 pièces contre un appartement de 3-4 pièces à Tizi Ouzou en Kabylie. Donc vous voyez, à l'époque c'était la Suisse. La Suisse de l'Algérie, globalement. Et ce n'est qu'à partir du moment où il y a eu accord entre le front, l'armée islamique du salut en 97 et l'armée algérienne, que le terrorisme magiquement s'est déplacé en Kabylie et il était allogène, il n'était pas endogène. C'était un terrorisme importé en Kabylie et entretenu par, généralement, la gendarmerie et les services algériens. Mais ce qui a fait que la Kabylie a plutôt sauté du bateau algérien, globalement, au moins symboliquement, c'est le fait que en 2001, il y a eu le printemps noir, quand l'armée algérienne, des services algériens, ont tiré sur des manifestants pacifiques et ont fait 150 morts, 6000 blessés, dont 1200 handicapés à vie. C'est à partir de là que nous avons décidé que la rupture du contrat symbolique qu'il y avait entre la Kabylie et l'Algérie était rompue. Donc nous avons entamé notre chemin de croix pour la reconnaissance. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant que... Voilà, ça fait plus de 20 ans. Et pour vous, c'est irrémédiable, ça ne peut pas être retissé, ces liens entre Kabylie et Algérie, je parle du point de vue de... Ce serait bien pour tout le monde que la Kabylie ne retourne pas en arrière. C'est dans l'intérêt des Algériens et de la Kabylie aussi, et je dirais même de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord en général. Et alors, du point de vue, alors retournons au pays que vous habitez, où vous êtes là depuis
tellement longtemps maintenant, et je vous ai venu en réfugié politique au départ, je pense, et il s'est passé ce qui s'est passé. Est-ce que, au fond, je reviens à la case départ, mais on avait commencé à en parler, comment la France, vous dites que je ne vais pas préempter votre livre, mais comment la France peut retrouver des positions que tout se passe comme si, là aussi, c'était irrémédiablement perdu. Enfin, vraiment, on ne s'en réjouit pas, loin de là. Mais actuellement, force est de constater que le nombre de pays d'Afrique française, de l'ancienne AOF, etc., où ils n'ont même plus envie de nous voir, presque jusqu'au Sénégal bientôt et autres, il y a quand même un problème majeur. Pourquoi d'abord, et comment on peut en sortir par le haut? La France, plutôt, est condamnée à retrouver, à réarmer son appétit impérial ou de disparaître. Ah, carrément, ça c'est intéressant. Retrouver son appétit impérial ou disparaître. Absolument. D'accord. Sauf que l'appétit impérial ne sera plus celui de la violence, ne soit plus celui de l'exploitation des autres, mais plutôt de continuer à reconfigurer le monde comme il l'a configuré. Celui qui existe aujourd'hui à travers l'Afrique, c'est de son rôle de réparer également les injustices et les torts qu'il a occasionnés là-bas en enfermant des peuples dans des frontières qui ne sont pas les leurs. Voilà. Donc la France peut aider à reconfigurer le monde à travers le soutien au droit à l'autodétermination des nations constituées déjà à travers l'histoire et qui veulent... Vous voulez dire plutôt soft power, comme on dit en Amérique, c'est-à-dire par des moyens pacifiques, enfin des moyens qui ne soient pas des moyens d'affrontement violent. Pas des moyens d'affrontement violent, mais de soutien, au moins, au mouvement qui se revendique de la liberté et de la démocratie. Et aujourd'hui, Ferhat Mehni, au-delà des Kabyles, quel peuple, vous pensez à quel peuple qui sont justement dans cette phase de vouloir leur indépendance, leur autonomie, leur existence en tant que telle? Il y en a énormément. Il y en a énormément en Afrique notamment, mais par exemple, je parle des Touaregs, qui sont en Afrique. J'ai vu que, par exemple, entre le Nigeria et le Cameroun, il y a un peuple qui est séparé en deux par des frontières, alors qu'il y a eu un ministre nigérian dont le père est camerounais. Oui, oui. Voilà, pour encore cette juste division, voilà. Effectivement. Il y a les Kurdes, bien sûr, dont on a parlé. Voilà, de genre d'injustice. J'ai dit qu'il y a eu des peuples qui ont été mis ensemble alors qu'il serait mieux chacun tout seul. Dès lors que le vivre ensemble est impossible, il vaut mieux séparer plutôt que de mettre aux prises en permanence des intérêts de chaque peuple. De chaque peuple. Oui, c'est le découpage des frontières et on sait à quel prix et comment ça a été fait. On se retrouve tout de suite après cette dernière petite pause. Justement, j'ajoute quelque chose, s'il vous plaît, si vous permettez. Oui. Justement, il y a, je crois, un certain nombre de gens qui disent que sur le plan international, il faut sauvegarder l'intégrité territoriale des pays. Ces frontières sont scandaleuses. Et le Maroc est le premier à nous montrer que la consécration par l'OUA, puis l'Union africaine, de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation était mauvaise. Mais le Maroc, contradictoirement, continue de dire que le Maroc tient à l'intégrité territoriale des pays. Soit il veut récupérer des territoires qui lui ont été enlevés. À ce moment-là, il faut casser l'intégrité territoriale des pays, ou il faut sauver l'intégrité territoriale des pays et arrêter de revendiquer des territoires qui sont ailleurs. On va en parler tout de suite après, on va continuer à en parler tout de suite après cette pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vos émissions sont toujours très riches. Quand je peux pas écouter le direct, je me fais le podcast le soir. Sud Radio, parlons vrai. Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com.
Kalos présente Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. Et nous avons Michel qui nous appelle. Bonjour Michel. Oui, bonjour André, vous me faites encore l'amitié de me rappeler, je vous en remercie et je voudrais rapidement poser une question à votre invité. Allez-y, rapidement, merci. Concernant les conséquences pour l'Algérie, est-ce qu'elle n'a pas peur que les souffrances qu'elle a connues dans les années 90 avec le GIA par exemple, je me demande si... même si les raisons que votre invité a présentées sont légitimes, et je les ai parfaitement entendues, elles sont historiques, mais est-ce que la population n'a pas justement une crainte de revenir les souffrances d'une guerre qu'elle a déjà connue récemment? Voilà, tout simplement. Ferhat Mehini, effectivement, est-ce que les peuples, y compris même les Kabyles, qui disent est-ce que nous allons encore risquer des années de souffrance ou d'affrontement par rapport à ça? La question de Michel. D'abord, s'il y aura violence ou s'il y a violence, elle n'est nullement de la responsabilité de la Kabylie. Deuxièmement, les peuples sont pacifiques. Ils subissent la violence de l'État. Ne pas pousser l'Algérie à la démocratisation, au respect des droits de l'homme, c'est nécessairement en soutenir l'arbitraire, soutenir la violence contre les droits de l'homme, et le jour où le régime s'effondrera en Algérie, on trouvera probablement autant de prisonniers dans les geôles, prisonniers politiques dans les geôles algériennes qui n'attendent qu'à vivre en paix et en liberté. L'Algérie est un monstre pour le moment. Disons le régime algérien. Avec le régime algérien. De toutes les façons, il faut savoir que l'Algérie n'est pas une nation. C'est une mosaïque de nations où chacune d'entre elles souhaite vivre libre et indépendante. S'ils veulent par la suite former une fédération en fonction de leurs intérêts, cela est possible. Mais des régimes militaires, de toutes les façons, sont violents, et ne pas abattre ce régime, c'est soutenir la violence contre les peuples. Je pense avoir répondu au monsieur. Merci Ferhat Mehini. Écoutez, c'est votre réponse et c'est votre opinion. La suite nous donnera effectivement, et on en reparlera avec vous aussi, la suite, eh bien, qui vivra verra, et on souhaite que tout le monde vive, bien sûr. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états. Avec Kalos, créateur de vêtements, bijoux et accessoires français. Soutenez l'artisanat patriote et offrez un cadeau qui a du sens sur kalos-france.com. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons